Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous pour ce numéro du Monde en 7 sur New World Info. Le plateau est bien garni avec nos invités. Nous allons parler du Mali et de la France. Le torchon brûle toujours sur fond d'attaque médiatique. Nous allons également parler du Centrafrique, manifestation pro-pouvoir pour un changement de constitution. Et puis on termine par le Togo. Le gouvernement énonce une batterie de mesures contre la vie chère. Alors, nous avons lu Magloire Kemayo, journaliste et écrivain. Lu, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est toujours renouvelé de venir sur le plateau et d'échanger avec les uns et les autres. Oui. Nous avons également Sana Komlan Sadio Ichou. Il est analyste économique et sociopolitique. Sana, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ça va? Je vais bien comme d'habitude, sinon je ne serais pas là. Nous avons également un homme politique, Abel Ezo Wiyawo Padassé, c'est Badassé, secrétaire général du Parti du Peuple et de l'Intégrité. Vous allez bien? Je vais bien, Michel. Et le PPI, il va bien? Très bien. Allez, on commence donc par le Mali et la France. Le gouvernement malien accuse la France d'espionnage, de subversion. Les autorités maliennes reprochent à l'armée française d'avoir violé son espace aérien plus d'une cinquantaine de fois. Alors lui, Magloire Kemayo, ça c'est la dernière en date. On a vu l'affaire de Moura, on a vu celle de Gossi. Il y en a d'autres également. La suspension de France 24 et de RFI. Ce qui est sûr, le torchon brûle entre ces deux pays. Oui, on ne peut pas dire que c'est la période pendant laquelle les relations sont les plus sereines entre le Mali et la France. Commençons par les médias déjà, avec France 24 et RFI qui sont suspendus de façon définitive, d'après la direction de la HAC, la haute autorité de la communication du Mali. C'est une décision de souveraineté. En tant que journaliste, on est à quelques jours de la célébration de la journée de la liberté de la presse. On ne peut pas saluer cela, on ne peut pas se réjouir du fait que certains médias ne puissent pas s'adresser à une partie de la population du monde, mais de l'autre côté, c'est une décision souveraine également, parce que c'est pas quelque chose de judiciaire, c'est pas une sanction par rapport à quelque chose de concret qui peut être jugé devant un tribunal. Les médias France Média Monde, qui est propriétaire de RFI et de France 24, a engagé des procédures judiciaires au Mali et en France, mais je crois que ça risque de se terminer comme pour Sputnik et RT France, c'est-à-dire que ce sont des décisions de souveraineté que les pays prennent par rapport à leurs intérêts vitaux et qui ne souffrent d'aucune contestation possible sur le plan international. Et même si cela devait se produire, le pays engagerait encore une fois sa souveraineté et maintiendrait sa position. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est presque, je ne vais pas dire que c'est le prolongement de la décision qui a été prise contre RT France et Sputnik, qui ont été suspendus dans toute l'Union européenne à peu près de la même manière, mais on est dans un cas de figure très similaire. L'autre décision, celle concernant les survols de l'espace aérien, il y a des accords de coopération militaire qui lient le Mali et la France. Par moments, ils n'ont pas été respectés. Il est arrivé, et notamment pendant que le président actuel était encore officier de terrain, qu'il n'ait pas l'autorisation de survoler certaines zones parce qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation de la part des autorités françaises. Donc c'est peut-être une espèce de réponse du berger à la bergère qui arrive et qui vient au fil de plusieurs déceptions ou de plusieurs humiliations qu'ils ont subies et à laquelle ils répondent de cette façon-là. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra retourner autour de la table parce que la menace à laquelle le Mali fait face est une menace qui ne concerne pas que le Mali. Il concerne d'abord la zone du Sahel, mais au-delà du Sahel, ça vient quand même de la Libye. Et ce problème libyen a été posé à cause de l'intervention de la France qui a distribué avec ses partenaires de l'OTAN énormément d'armes pour faire tomber Kadhafi. Et une fois qu'il est tombé, les armes qu'il possédait déjà, ce qui est un arsenal très impressionnant, plus celles qui ont été distribuées, ont commencé à descendre dans la zone. Et je n'oublie pas non plus qu'il y a la période de la guerre des années 90 en Algérie où beaucoup d'armes ont circulé également et les membres de ces groupements islamistes-là se sont repliés dans la zone qui aujourd'hui fait tampon entre le Mali et l'Algérie. Donc on a une convergence aujourd'hui de menaces qui se retrouvent là et qui peuvent par moments remonter jusqu'en Europe. Et donc, c'est pas que le Mali qui est concerné, c'est aussi la France, c'est l'Union européenne. Et je pense qu'il n'est pas trop tard
pour revenir à la table de négociation et parler à égalité entre partenaires de la façon dont on peut combattre cette menace-là, au-delà des noms d'oiseaux qu'on peut s'envoyer et des menaces qu'on peut, et des suspensions de médias ou de refus de survol qu'on peut avoir. Abel Badassé, vous êtes homme politique. Votre regard sur ces événements qui émaillent les relations entre le Mali et la France, surtout sur le plan médiatique? Bon, je crois qu'entre la France et le Mali aujourd'hui, la tension est à son paroxysme. En tant qu'homme politique, ce qu'on peut souhaiter, c'est que les deux parties, les deux États souverains puissent aller à une table de discussion. Parce qu'on ne peut pas continuer avec des tensions comme ça. Le Mali et la France sont de vieux partenaires. Et ce partenariat qui existait entre le Mali et la France ne peut pas en un seul jour être effrité jusqu'à ce point. Donc, chacun des deux pays a intérêt à mettre de l'eau dans son vin pour aller à une table de discussion et trouver des solutions appropriées. Même si ce n'est pas pour continuer le partenariat, bon, ce sont des États souverains. Demain ou plus tard, le Mali a besoin de la France également a besoin du Mali. Et je crois que c'est ce que le frère Magoula Kemayou venait de dire. Le Mali a pris une décision souveraine. Et je crois que la France également, si cette affirmation est vérifiée, qui a survolé le territoire malien, je crois que sans autorisation, je pense que la France doit revoir également ses cartes. Et qu'elle joue au Mali. Donc aujourd'hui, la solution, elle doit venir des deux pays. Personne n'a à gagner, aucun État n'a à gagner dans cette crise-là qui est perdue entre la France et le Mali. Alors, Sana, comme là, Sadio et tout, on parle de présence illégale de drones. La France, elle, parle d'attaque informationnelle. Alors, votre regard sur tous ces événements, vous? Avant de répondre à votre préoccupation, je souhaiterais faire une clarification au sujet de cet exercice que nous venons faire ici lors de ces échanges, lors de ces émissions, parce que j'ai été contacté par un certain nombre de personnes qui sont des personnalités parfois qui sont des Maliens et qui se disent préoccupés par mes prises de position qui pourraient être interprétées, ou bien qui sont interprétées comme si je suis contre le Mali. Cela dit, ce que nous venons faire ici, ce sont des arguments que nous menons. Des arguments, c'est-à-dire des faits que nous essayons de commenter. Maintenant, si des gens estiment que nos arguments ne sont pas fondés, je leur prierai très humblement de vous faire des remarques. Non, pas des remarques. Nous avons besoin d'éléments d'analyse. Nous n'avons pas besoin d'affirmations gratuites. Nous n'avons pas besoin de sentiments. Dites-nous sur cet aspect, vous vous êtes trompé parce que voici. Moi, c'est comme ça que je vois le débat public. C'est comme ça que je vois des échanges. Parce que tout d'abord, j'aimerais faire observer que le président de la République togolaise s'engage fortement dans la résolution de la crise pour faire un plaidoyer. Et nous avons des Togolais, des militaires togolais qui sont en mission au Mali. Certains d'entre eux qui perdent parfois leur vie. Et donc, dire que je suis contre le Mali, ce sont des affirmations qui ne sont pas avérées. Je ne suis pas non plus dans une position de faire, comment on appelle, le porte-parole de la CEDEAO. Bien entendu, quand nous sommes dans un débat, il convient aussi bien d'analyser les éléments qui se présentent à nous, tant du point de vue à tous les niveaux, des autorités maliennes que du point de vue de la CEDEAO et des parties prenantes. Donc, je remercie Madame Fofana qui a bien voulu depuis le Luxembourg me contacter pour échanger avec moi. Et je remercie sa grandeur d'esprit de m'avoir souhaité bonne fête de l'indépendance le 27 avril. Ceci dit, concernant cette suspension des médias RFI, France 24, avec comment on appelle ça, les accusations d'espionnage, comme venait de le dire tout à l'heure Magloire, nous avons vu comment l'Europe a pris des sanctions contre les médias russes. Suspension que la France a vite fait de mettre en œuvre
quand le syndicat des professionnels, des journalistes disaient non, que cette suspension n'a rien de légal. Donc, c'est une décision qu'on a prise souverainement. Ce n'est pas, à l'issue d'une procédure qui constate des manquements, ce n'est pas une sanction judiciaire. Vous voulez dire que c'est la même chose qui est faite aujourd'hui au Mali? Je pense que c'est la même chose. Je vois que c'est la même chose. À la seule différence que dans le cas du Mali, c'est l'autorité compétente qui l'a fait. Exactement. Dans le cas de la France, c'est l'autorité politique. Donc, si c'est l'autorité compétente qui le fait, bien entendu, il y a des voies de recours qui permettent de contester cette décision-là. Donc, si France 24 estime qu'elle est victime d'une injustice, à la justice de se prononcer. Et nous avons aussi des instruments régionaux. Je parle bien sûr de la Cour de justice de la CEDEAO qui permet, si vous êtes victime de violation de vos droits, de porter l'affaire devant. Maintenant, concernant ces deux médias, entre parenthèses, ont le soutien, c'est confirmé, de Reporters sans frontières. Votre regard? C'est ça aussi la grande complexité de la situation. Quand par exemple Reporters sans frontières se plaint de l'acharnement politique contre certains confrères, parfois togolais, oui, tout le monde applaudit. Maintenant, j'aimerais connaître leur appréciation quand même le Reporters sans frontières aujourd'hui semble dire ce qui est fait n'est pas de la justice. C'est une question qui me pose. Moi, je ne suis pas en position de dire oui, France 24 est dans son droit, oui, les autorités maliennes sont... Nous constatons que c'est cela. À toutes les parties, donc, il revient donc d'apporter leur grief avec les éléments qui soutiennent leur position. Maintenant, concernant l'accusation d'espionnage, je viens de faire une comparaison avec ce qui a été fait en Europe, en France, par rapport aux médias Russia Today et puis Sputnik. Je me rappelle, il y a quelques semaines, que des audios attribués à M. Alassane Ouattara ont fuité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le président ivoirien, aussi peut dire que les autorités maliennes les espionnent? C'est une question que je soumets à l'opinion. Donc, ces audios, c'était sur les réseaux sociaux, Sana? Oui, comment c'est attribué, comment c'est venu sur les réseaux sociaux? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a, c'est issu de l'espionnage ou quoi? C'est pourquoi je dis, il faut savoir raison garder et ne pas trop vite aller en besogne pour prendre des conclusions hâtives. Concernant le survol de la base, je crois que si vous suivez bien la réaction des officiels maliennes, ils ont dit que la France les espionnait. Ceci étant, je n'ai pas encore lu quelque part que ces images sont contestées. Ça veut dire, quand on parle d'espionnage, ça veut dire que effectivement les images sont authentiques. Sinon, on aurait dit tout de suite que ce sont des images qui sont des montages. Vous voulez dire que les faits sont avérés? Je ne dis pas cela. Je dis que je constate qu'il n'y a pas eu de contestation de ces images. On parle d'espionnage. Donc, à vous de tirer les conclusions. Maintenant, il faut dire que cette vidéo intervient suite à une accusation grave. On dit que, ou bien ce qui est rapporté d'abord, tend à penser que les militaires français seraient coupables d'exactions. Parce que lorsqu'on parle de charnier, il s'agit, si je ne m'abuse pas, peut-être de crimes de guerre, etc. Je crois que ce sont des accusations très graves. Et si vous avez des moyens à votre disposition qui permettent de mieux édifier l'opinion, si vous étiez dans la position des autorités françaises, laisseriez-vous faire? Donc, moi je pense que il s'agit peut-être ou pas d'une guerre informationnelle. Nous avons vu que dans un premier temps, on tentait d'attribuer la responsabilité de ce charnier créé ou pas à la France. Voilà qu'on a des images. Les officiels maliens la France a trouvé les moyens. Ne contestent pas la crédibilité de ces images, mais on nous parle d'espionnage. Je crois que l'opinion doit avoir les moyens de comprendre ce qui se joue. Alors, le Magloire Kemayo, sur cette présence illégale de drones, oui, Sana a un peu développé cela. Vous, que pensez-vous?
Non, mais nous sommes quand même dans un domaine qui est militaire et par définition, ce qui est militaire relève du silence. C'est la grande muette, l'armée. C'est le nom qu'on lui donne et c'est pas pour rien qu'elle est appelée ainsi. L'espionnage, qu'on l'aime ou pas, que ce soit en faveur de soi ou pas, il existera toujours. On est toujours en position de se renseigner sur les autres, savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et c'est ce que l'armée française fait sur le terrain aujourd'hui. On ne le lui reproche aujourd'hui que parce qu'on est dans une situation de conflit entre le Mali et la France, qui fait que chacun essaie de trouver des griefs pour charger la barque de l'autre, ce qui est de bonne guerre, si je peux me permettre ce jeu de mots. Mais en soi, je pense que des exactions commises par l'armée française ont existé au Mali. Simplement, ils sont protégés par rapport à cela. C'est-à-dire, même si l'affaire allait en justice, au moment de l'engagement des troupes françaises pour l'opération Serval, puis ce qui a suivi, ils avaient signé un engagement pour qu'aucun militaire français ne soit poursuivi. Ni au Mali, ni en dehors. Donc, même s'il y avait des preuves de charnier, des preuves d'exaction... il y a un contrat sur l'intervention malienne. C'est paru à la télé française, c'est-à-dire la télé française. On nous a dit qu'il n'y a jamais eu d'accord formel alors. Non, il y a eu des accords pour l'intervention et les militaires français. Donc il y a eu des accords. Comment? Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il y a eu des accords. Moi, je m'en tiens. Je ne suis pas dans le secret des dieux. En revanche, je sais qu'il y a eu un accord qui a été signé et qui déresponsabilise les militaires français intervenant au Mali par rapport à tout ce qu'ils pourraient faire. Qu'il s'agisse d'un accident, qu'il s'agisse d'un dommage collatéral de quelque nature que ce soit, les militaires français ne peuvent pas être poursuivis. Ça, c'est une certitude. Donc maintenant, concernant les exactions qui pourraient être attribuées, c'est peut-être sur le plan moral et diplomatique que la France voudrait se protéger en montrant qu'elle n'a pas commis ces choses-là. Et de l'autre côté, les autorités maliennes ont demandé à l'armée française de partir. Elle a dit qu'elle partirait en bon ordre, c'est-à-dire pas tout de suite comme le demandent les autorités maliennes, mais en attendant la période où entre la demande de départ et le départ effectif, qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être dans cette zone grise-là que l'on se trouve et qu'il y a des accusations d'espionnage pour les opérations militaires qui sont menées sur place. N'oublions pas que ces opérations-là, la France les mène d'abord pour elle, ensuite pour la MINUSMA sur place. Donc ce sont beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, mais qui montrent simplement que la crise n'est pas en train de s'apaiser, elle prend au contraire beaucoup de volume et beaucoup d'intensité et qu'il faudra que si les deux pays veulent résoudre véritablement le problème du terrorisme islamiste qui se pose sur le terrain, ils devraient revenir à la table de négociation et revenir à de meilleurs sentiments. Il y a un rapport d'égalité qui permettra à chacun d'être gagnant dans l'opération. Et c'est ce qu'a proposé tout à l'heure l'homme politique Yao Badassé. Avant de vous retrouver, Sana, vous demandez la parole peut-être pour ajouter quelque chose. Magloire a dit quelque chose d'intéressant, c'est que la France aujourd'hui, je crois que concernant même le départ de la France, je ne pense pas, ou bien ce n'est pas le Mali qui a demandé à la France de partir. Parce que lorsque vous suivez l'ordonnancement des faits, c'est la France qui a voulu révisiter son dispositif militaire. Et, excusez-moi, je vais terminer. Et c'est en ce moment-là où, je crois, c'est Choguel Maïga qui dit à l'Assemblée générale de l'ONU que c'est un abandon en plein vol. Quand on chasse quelqu'un et que la personne plus bagage, on ne parle pas d'abandon. Maintenant, dans la foulée de ces événements-là, je crois, et c'est ça qui est très important. C'est la France d'abord qui a demandé à revisiter sa présence au Mali. Donc, ensuite, c'est la France qui unilatéralement a fait un communiqué parlant du repli ou bien du retrait des forces Barkhane et les autorités maliennes s'en sont plaintes. On dit, ils devraient les consulter. Donc, cela dit, ces images comment on appelle, de drones qui sont accusés d'être produits par l'espionnage. Magloire a dit quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, la France est présente aux côtés de la MINUSMA. Il fallait donc questionner dans quel contexte ces images ont été enregistrées. Était-ce sous le couvert d'une mission, de la mission de la mission, ou bien c'est la France seule. Ou bien c'est la France seule. Donc, c'est la question qu'il faut vraiment se poser au-delà de comment on appelle ça, de ces accusations, de contre-accusations. Mais accusation ou pas, moi j'aimerais que l'attention soit plus sur la solution
à trouver la solution au problème malien. Je pense que l'ennemi aujourd'hui, ce n'est pas la France à mon sens. L'ennemi aujourd'hui, ce n'est pas la CEDEAO. L'ennemi, ce sont les groupes armés terroristes. Et concernant le Mali, moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire très attention. D'un côté, nous avons des Touaregs qui revendiquent, comment on appelle, l'indépendance de l'Azawad, et dont les préoccupations sont... L'Azawad n'existe pas, il l'appelle l'Azawad. Il l'appelle, mais je crois que le terme Azawad existe aujourd'hui officiellement. On parle plus du nord du Mali, on parle plus du nord Mali. Mais ces mouvements, ils se sont regroupés avec le nom de coordination d'un mouvement de l'Azawad. Et la junte, les autorités maliennes, les ont rencontrés, je crois, en Italie, ou bien c'est en Espagne. C'est en Italie. Et donc, moi, je crois que c'est la solution au problème malien. On discute avec ces mouvements qui sont indépendantistes et les deux font front commun pour lutter contre les groupes armés terroristes. Donc, ne confondons pas les groupes armés terroristes et ceux qui ne sont là que pour revendiquer des meilleures conditions socio-économiques pour le nord du Mali. Je voudrais bien qu'on fasse cette distinction, mais le fait est que si des terroristes sont entrés au Mali, c'est grâce à une alliance qui a été faite entre les Touaregs, ceux qui demandent l'indépendance de l'Azawad, et ces terroristes-là. Et ils se sont combattus après. Non, mais l'acte initial qui a permis leur entrée, c'est la signature d'un accord avec les membres de l'Azawad. Mais ils se sont combattus après. Ça, c'est après. C'est comme le Mali. C'est comme le Mali et la France. Sinon, les autorités maliennes ne les rencontreraient pas. Ça veut dire qu'il y a cette volonté de discuter avec eux. Il y a eu des accords d'Alger depuis. Non, ce que je veux dire, c'est que faut pas donner l'impression que... Parce que la France elle-même a joué un rôle qui n'est pas très sain dans cette opération d'échange interne. Non, pas du tout. Le début du dialogue intermalien. C'est-à-dire, la France a interdit aux autorités maliennes de discuter avec des gens que la France considère comme des terroristes, qui ont tué des soldats français, puisque le bilan aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 50 soldats français qui ont été tués, et que la France ne peut pas permettre que toutes ces personnes qui ont été tuées, on aille discuter avec les personnes qui leur ont ôté la vie. Donc, il y a ça aussi. On n'est pas forcé de respecter ce que dit la France. Pourtant, l'homme politique, et on pense que le vrai problème, la base de tous ces problèmes, c'est quand même la présence, les gens parlent d'instructeurs russes, d'autres parlent de mercenaires russes au Mali. Je crois que le Mali est un État souverain et le Mali a la possibilité de diversifier ses partenariats. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accuser le Mali d'avoir sur son territoire des mercenaires russes. Je crois que le Mali a le droit de faire chemin avec qui il veut. De faire son choix. Donc, concernant cette tension qui existe entre le Mali et la France, je crois que, comme venait de le dire Kemal tout à l'heure, la France aussi n'a pas joué un bon rôle dans cette crise. Si on revient au début de la crise, lorsque la France devait intervenir au Mali, je crois qu'il y avait, à la demande des autorités maliennes, un accord. Mais cet accord, comment est-ce que la France a géré cet accord? Est-ce que cet accord a été respecté par la France? Je pense que la France est allée au-delà de l'accord. Peut-être il faudrait connaître d'abord les termes de l'accord. Voilà, pour savoir s'il y a dépassement ou pas. Le gouvernement malien, bien l'État, les autorités maliennes avaient dit que l'intervention de la France était vraiment tablée sur une intervention aérienne. C'était ce que le gouvernement malien avait demandé à la France au début de la crise. Mais aujourd'hui, lorsque la France est arrivée, elle a pris position. Lorsque les opérations aériennes étaient finies, elle a continué jusqu'à interdire l'armée malienne de survoler son espace. Interdit à l'armée malienne d'aller au niveau de Kidal. C'est le nœud même de la crise. Lorsque vous avez aidé un pays partenaire à peut-être faire replier son ennemi, je crois que si vous n'avez pas une autre mission, vous n'avez pas le droit d'interdire à l'armée de ce pays-là d'aller, de circuler librement sur son territoire. C'était le premier, pour nous, c'est le premier faux pas que la France a commis sur le territoire malien, qui vraiment a exacerbé les Maliens, parce que toute la période de la présence française au Mali, je crois que le djihadisme n'est pas fini, mais plutôt ça a pris de l'ampleur. Cela a suscité des inquiétudes auprès des Maliens. Mais si réellement la France, notre partenaire, est venue pour nous aider, mais pourquoi depuis le nord, le terrorisme est venu jusqu'au sud, voire vers l'est? Je crois que les Maliens ont
le droit de s'interroger. Et vers nous aussi. Vers nous, Oui. les Maliens ont le droit de s'interroger de sur la mission réelle des forces françaises présentes au Mali. Alors, Lumagloa Kemayo, on peut toujours faire ce lien. La France a déjà condamné les coups d'État au Burkina Faso et en Guinée-Conakry également. On peut parler de l'acharnement sur le cas du Mali. Où se trouve la différence, selon vous? Non, je crois que nous sommes dans un cas de figure où la France constate qu'elle est en recul d'influence dans la plupart des pays qui étaient considérés comme des bastions, des pays dans lesquels on parlait de France-Afrique et de relations privilégiées que les officiels français, les entreprises françaises, les particuliers même avaient sur le terrain et qui aujourd'hui se réduit avec l'ouverture des pays concernés à de nouveaux partenaires. Au Mali, il n'y a pas que la Russie qui intervient. Nous avons la Chine qui intervient également. Nous avons la Turquie qui intervient. Nous avons de nombreux pays qui interviennent sur le terrain. Et je crois que ça ne se limitera pas à cela. Je ne cite même pas les États-Unis qui sont le parapluie militaire et sécuritaire de toute l'Union européenne. Donc, on a plusieurs acteurs sur le terrain aujourd'hui et cela donne la possibilité à chacun de ces pays de choisir parmi les plus offrants. Avant, même pour les appels d'offres, dans les chantiers qui étaient faits dans nos pays, enfin quand je dis nos pays, ce sont tous les pays qui appartenaient à ce qu'on appelait le pré-carré français en Afrique. Dans ces pays-là, les appels d'offres n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on avait un projet de construction de pont, on s'arrangeait pour qu'une entreprise française ait le marché, et elle avait le marché. Il n'y avait pas à discuter de cela. Ça pouvait se jouer à la rigueur entre plusieurs entreprises françaises, mais il était hors de question que le chantier aille ailleurs que dans les mains d'une entreprise française. Tout cela change aujourd'hui parce que les temps ont changé. Non seulement les grandes puissances ne cèdent plus complètement l'Afrique francophone à la France, mais de nouveaux partenaires arrivent parmi les pays des BRICS qui choisissent également d'avoir une profondeur diplomatique, économique également sur le continent africain. Et c'est ça qui explique aujourd'hui cette rivalité et peut-être l'inadaptation de la France par rapport à cette rivalité, notamment au Mali. Donc pour moi, il n'y a pas un débat sur le fait que les Maliens puissent choisir entre la France et d'autres partenaires, que ce soit la Russie ou d'autres. Vraiment, ce n'est pas un sujet. C'est la réaction qui pose problème. La France devrait encourager les Maliens à être d'abord autonomes dans leur gestion. Parce que aussi longtemps que la France le voudra, elle ne pourra pas à elle seule défendre les Maliens, tant que les Maliens ne prendront pas le relais. Donc c'est d'abord une question malienne avant d'être une question française. La France vient en tant que partenaire et on pourrait demander à la France de partir à un certain moment parce que les Maliens ou bien leurs voisins ont trouvé un moyen de résoudre le problème autrement. Ou alors qu'ils ont trouvé d'autres partenaires qui pourraient les aider, et le Mali et les autres pays sahéliens, voire les pays de la côte, à régler ce problème du terrorisme-là. Alors, Sana, tous les politiques ont souhaité que les deux parties s'asseyent et discutent. On exclut les écrits sur les réseaux sociaux, les réactions sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a dit tout à l'heure l'homme politique d'ailleurs. Mais on voit que les tensions, chaque fois, montent. Jusqu'où iront justement ces tensions entre le Mali et la France? Donc moi, je pense qu'il faut s'en tenir aux propos de M. Choguel Maïga, parce que nous ne pouvons pas nous permettre ici d'être plus réalistes que le roi. Il a dit que l'accord de coopération militaire avec la France sera amendé. Il n'a jamais dit que les militaires, les Français, ils vont les chasser du Mali. Donc voilà l'horizon de ces échanges. Et je crois même comment on appelle, dans certaines parutions, des indiscrétions sont en train de sortir, disant que même Paris serait en train de procéder à la nomination d'un chargé d'affaires à l'ambassade de France au Mali. Donc, quand de part et d'autre ces informations surgissent, je crois que il est clair qu'entre les deux parties, il y a aussi bien des sujets d'intérêt commun qu'il y a des sujets qui sont vraiment fâcheux. Donc, comme l'a dit les autres, moi aussi, je pense de la même manière que c'est normal qu'un État souverain puisse, à un moment donné, penser que telle offre ou bien le mix de telle proposition serait la meilleure façon d'assumer la sécurité de tout le territoire malien.
Moi, ces accusations concernant les, comment on appelle, les instructeurs ou bien la présence militaire russe au Mali, moi, ça m'amuse parce que lorsqu'on veut accuser ces groupes d'exactions ici et là, mais comment comprendre que vous voulez reprocher, et ce passif existe-t-il ou pas, à ces gens, pendant que vous, quand vous intervenez, vous vous assurez de mettre vos forces sous immunité en voulant qu'on ne leur poursuive pas pour des exactions. Vous voulez parler de l'accord tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est une certaine duplicité. Vous, quand vous intervenez, vous souhaitez une immunité pour vos forces lorsqu'ils commettent des exactions. Au même moment, vous voulez accuser d'autres qu'ils ont été coupables d'exactions ou bien qu'ils sont coupables d'exactions. Et moi, dans tout ça, j'aimerais qu'on fasse preuve de lucidité. Parce que moi, je le dirai toujours, ce n'est ni la France, ni la Russie ou autre qui viendra développer le Mali ou bien qui viendra trouver des solutions au Mali. C'est à nous d'abord. Vous savez, quel que soit le jeu auquel ça donne ces puissances, tant que nous aurons des responsables, des dirigeants corrompus qui sont prêts à brader nos intérêts pour privilégier les intérêts de telle puissance, le constat sera toujours le même. Vous savez, même si cette puissance s'appelle la Russie, la Chine, s'il y a un dirigeant prêt à lui vendre moins cher ce qui est plus coûteux, la Russie ne va pas refuser. La France ne va pas refuser. La Chine ne va pas refuser. Donc, il convient à nous de régler nos problèmes en interne. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les FAMA qui sont au front peuvent régler, du moins pour le moment, les problèmes sécuritaires au Mali? Je pense que l'armée malienne a besoin de soutien. Le soutien des partenaires, que ce soit tous les partenaires. De tous les partenaires, des partenaires russes, des partenaires français. Le Mali a besoin des partenaires qui soient des partenaires fiables. Je crois que, comme l'a dit tout à l'heure Sana, le Mali et la France ont des intérêts communs. Il y a aussi des questions entre les deux pays qui fâchent. Et pour régler ces questions-là, c'est rien que le dialogue, la discussion, la négociation. Vous pensez aussi au dialogue dans l'avenir? Oui, il faut dialoguer. On fait tout ce bruit, mais au finish, l'Umagoula Kemayo, ils vont s'asseoir et discuter, sans doute. Oui. Vous savez, le Mali, à un certain moment, a eu le franc malien, a quitté la zone CFA, puis est revenu. Il n'est pas exclu qu'aujourd'hui, les relations soient très mauvaises, exécrables, et qu'après, on reparte du bon pied par la suite. Mais ce que je voudrais ajouter au-delà de tout ça, c'est que je rappelle juste deux choses que nous avons déjà dites sur ce plateau. Personne ne défendra le Mali à la place des Maliens. Quelle que soit la bonne volonté des partenaires, s'il y a bonne volonté, ils ne feront pas le travail des Maliens à leur place. C'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que nous sommes dans un espace où on a empilé les dispositifs de lutte contre le terrorisme sans s'assurer de leur efficacité. De leur synchronisation. Et comme ce n'est pas synchronisé, effectivement, il n'y a pas de résultat. Et je crois qu'il faut que la CEDEAO, à un certain moment, tire les leçons de tout cela. Parce que le Mali n'est pas un pays isolé. Même si aujourd'hui, il est mis au banc des pays de la CEDEAO, le problème qui est posé au Mali concerne tous les pays de la CEDEAO, y compris ceux qui sont sur la côte océanique de l'océan Atlantique. Le Togo notamment, le Bénin. Et la Côte d'Ivoire, pour ne pas parler du Sénégal. Donc, tous ces pays-là devraient arriver à comprendre aujourd'hui que le problème qui se pose au Mali doit être réglé le plus tôt possible. Et les Maliens doivent se mettre dans des dispositions qui permettent de régler cela. Et ce n'est pas en les isolant qu'on les aide à régler le problème. Il faut les ramener dans la communauté et faire en sorte que leurs problèmes deviennent le problème de la communauté, parce que ce que nous avons mutualisé, ce ne sont pas que les bonnes choses, ce sont également les échecs, les malheurs qui peuvent arriver, et c'est là qu'on doit sentir toute la solidarité de la CEDEAO. Et si la France intervient, qu'elle intervienne en harmonisation avec tout cela. Je ne voudrais pas dire que le G5 Sahel a été mal découpé, mais c'est pas à faire. Ce qui a été fait avec le G5 Sahel n'est ni à faire, ni à espérer. Enfin, pour moi, c'était l'une des plus grosses erreurs qui a été commise. Il faut faire un dispositif qui associe de façon opérationnelle tous les pays qui doivent concourir à la lutte. Et ces pays-là, ce sont tous les pays vers lesquels la menace peut migrer.
La Côte d'Ivoire a été touchée, le Bénin a été touché, le récemment Togo a même, failli être touché. Donc pourquoi isoler ces pays-là du dispositif du G5 Sahel alors que la menace peut les atteindre également? Donc pour moi, il faut que la CEDEAO reprenne sa place, que l'Algérie, qui est le plus grand voisin du Mali, s'implique davantage. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'Algérie, malgré les accords d'Alger, n'est pas très impliquée dans la résolution de cette crise, c'est qu'il y a la France et que l'Algérie non plus ne s'entend pas très bien avec la France. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut remettre sur la table pour qu'on soit efficace et pragmatique. Et ça passe par la CEDEAO. Ah, vous voulez ajouter un mot et ensuite... Concernant toujours la CEDEAO, je crois que comme l'a dit le président de la République, ce qui arrive... Du Togo ? Le président de la République togolaise. Ce qui arrive aujourd'hui au Mali, au Burkina, en Guinée, c'est de l'ordre du conjoncturel. C'est-à-dire, cette situation est appelée à finir tôt ou tard. Et j'apprécie le discours de M. Maïga qui dit, au-delà de ces faiblesses que M. Magloire vient de dire par rapport au G5 Sahel, qui ne vont pas en sortir, qui ne sortiront pas de l'UEMOA, qui ne sortiront pas de la CEDEAO, et qu'ils espèrent qu'un accord soit trouvé, au-delà de tout ce qu'il dit. Donc, lorsque nous revenons en arrière, dans un premier temps, il faut dire avec sincérité que lorsque les autorités maliennes qui sont là actuellement ont pris le pouvoir, ils ont proposé une transition de 3 ans. Et c'est sous la pression de la CEDEAO qu'ils sont revenus à la charte de la transition de 18 mois. 16 mois arrivent, ils disent bon, ils souhaitent qu'une amplitude de 6 à 5 ans leur soit étudiée. C'est là où des tensions sont intervenues. Mais aujourd'hui, moi, j'estime que les autorités maliennes ont fait des efforts. Parce que lorsqu'on quitte une amplitude de 6 mois à 5 ans pour 2 ans, et qu'on en vient aujourd'hui à 24 mois, et que la CEDEAO parle de 16 mois, c'est vrai que la CEDEAO a une crainte, c'est qu'il y ait une jurisprudence malienne qui influence les crises actuelles au Burkina. C'est-à-dire, on a peur que si on fait comme ça avec le Mali, les autres risquent d'emboîter le pas. Mais moi, je pense que, tout en répétant encore une fois les mots de notre président de la République, nous avons d'abord un agenda économique. Lorsqu'un pays a des problèmes sécuritaires, aggraver ça avec des sanctions économiques. Quand on voit ça agit économiquement. Aujourd'hui, on est à 24 mois et 16 mois. Qu'est-ce que ça coûte de trouver rapidement quelle est la différence entre 16 mois et 24 mois? Pas beaucoup. Peut-être 8 mois de plus ou bien... Je pense les 8 mois même, on peut trouver un point. Je pense que... Je l'ai déjà dit, Magloire, on peut diviser par 4 mois. Les conséquences économiques sur les pays voisins, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, peut-être aussi le Togo. Puisque nous avons un port par lequel beaucoup de choses passent. Je crois qu'il y a une délégation malienne qui est venue à l'inauguration du port d'Adédikopé. Donc nous avons des agendas économiques communs. Donc on ne peut pas sacrifier tous ces intérêts économiques juste à cause de ce décalage de 8 mois. Donc je crois que la CEDEAO doit rapidement essayer de mettre aussi de sa part de l'eau dans son vin pour trouver rapidement une issue favorable pour que nous tous, nous puissions continuer. Je parle bien des pays de la CEDEAO, les agendas, les projets prioritaires de développement communautaire. On quitte Bamako pour Bangui. Les manifestants appellent au changement d'un article de la Constitution faisant mention de la transition, tandis que l'opposition et la société civile s'inquiètent d'une modification ouvrant la possibilité au président Faustin Archange Touadéra de se présenter à un 3e mandat interdit par les tests en vigueur. On se souvient que lors du dialogue de réconciliation nationale organisé en mars dernier avec l'opposition, une proposition de révision de la Constitution avait suscité l'ire de la société civile, M. Padassé. Alors cela inquiète. C'est lui le seul politicien ici. Il va beaucoup parler. L'Afrique est malade de ses dirigeants. Je crois que... De vous aussi pour le moment, il dit... Ces acteurs politiques, nous ne sommes pas encore... Il faut dire de nous alors. Je vous taquine. Bon, je crois que ce qui se trame déjà en Centrafrique est inquiétant et l'opposition centrafricaine a droit de s'inquiéter par rapport à cette proposition qui est faite. Donc,
je crois que tout a commencé lors du dialogue. Et lorsque, je ne sais pas si c'est la partie présidentielle, bien la mouvance présidentielle. C'est la mouvance présidentielle, oui. Cette proposition. Surtout des jeunes de la mouvance, oui. Donc, et le responsable des jeunes, c'est les jeunes républicains, c'est Héritier Doneng, qui a pris le devant c'est le secrétaire général, du ministère des Sports, je crois, ou bien le directeur de cabinet. Donc, c'est le directeur de cabinet, il est pour être sûr. Très proche du pouvoir. Donc, lorsque vous voyez bien, on voit un jeune proche du pouvoir comme ça, devant un mouvement, et réclamer une modification d'un article. Il ne touche pas directement l'article qui permet à Touadéra de bringer un troisième mandat, mais un article qui parle de la transition. Est-ce que cet article-là, la modification de cet article, n'est pas une voie ouverte à la modification d'autres articles qui vont permettre à Touadéra de briguer un troisième mandat? Pour être clair, est-ce à dire que les 2 mandats du président Fossé Archange Touadéra sont considérés comme une sorte de transition? C'est ça? Je ne suis pas dans l'esprit de Héritier Doneng, mais je ne sais pas ce qui est écrit dans leur constitution, mais je sais que c'est des velléités. C'est des velléités de modification de la constitution pour permettre à Touadéra de briguer un troisième mandat. Sinon, je n'ai pas compris pourquoi, alors, ces jeunes-là, lorsque vous lisez même sur les réseaux sociaux, il y a certains qui sont présents à cette manifestation-là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. On leur a demandé soyez présents parce qu'on veut manifester. Bon, on voudrait que Touadéra soit président au troisième mandat. C'est comme ça que ça a commencé aussi en Guinée, si on se rappelle très bien avec le mouvement des femmes. Et nous allons où en Afrique avec ces modifications de mandat, avec ces modifications plutôt de constitution qui permettent au président de briguer un troisième, quatrième mandat. Je crois que l'Afrique doit prendre conscience, les acteurs politiques de l'Afrique doivent prendre conscience qu'on ne peut pas être éternel au pouvoir. Lorsque nous avons des textes qui nous lient, qui lient nous et le peuple, nous avons obligation de respecter ces textes-là pour que la paix sociale puisse exister pour permettre aux populations quand même de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. La Centrafrique a beaucoup souffert des crises de la guerre, donc ce n'est pas une modification de constitution aujourd'hui qui peut être une solution encore de plus pour la Centrafrique. Je ne crois pas. Il parlait d'Héritier Doneng, il est le président du Front républicain, il est également le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors il dit avoir recueilli 600 signatures sur une population de 5 millions d'habitants. Il demande tout simplement la modification... 600 000 ou bien 600 000. Voilà. 600 000. Il demande tout simplement la modification de la Constitution du 30 mars 2016. Oui, je vais peut-être paraître anachronique par rapport à ce que je vais dire, mais pour moi, le fétichisme de la limitation des mandats, il faut qu'on en sorte. Les textes, ce sont les hommes qui les font et ce sont les hommes qui peuvent le modifier. Personne n'est obligé de faire comme les autres pour plaire à des partenaires ou à qui que ce soit d'autre. Il faut d'abord que la Constitution soit faite pour protéger les populations, pour que le vivre ensemble garantisse quelque chose qui permet aux uns et aux autres de savoir qu'il n'y a pas d'arbitraire, qu'il n'y a pas de changement de règles opportunes faites pour rendre service à une personne, mais pour garantir le bon fonctionnement de la société. Donc que ce soit fait pour limiter les mandats ou que ce soit fait pour les rendre illimités, pour moi, ce n'est pas le sujet véritablement. Vous voulez dire que c'est la mauvaise compréhension du changement de constitution qui est le problème aujourd'hui? Non, je veux dire que c'est cette façon vraiment égoïste de la part de certains politiciens de changer la Constitution à leur fin personnelle qui pose un problème. Parce que le débat en République centrafricaine, comme en Guinée, est celui de dire la Constitution que nous avons aujourd'hui est une Constitution de transition. Il faut qu'on adopte une Constitution qui sera faite dans le cadre d'une élection, enfin faite par des autorités qui ont été élues et qui ont mandat du peuple pour le diriger. Et donc, aujourd'hui, l'une des modifications, l'une des règles pour la modification de la Constitution, c'est qu'il faut que le président de la République soit d'accord. Ça, c'est gagné. Je pense qu'il sera d'accord. Et il faut aussi que l'Assemblée nationale soit d'accord. Ça, pour le moment, c'est pas acquis. Et c'est pourquoi les jeunes ont manifesté et sont allés déposer leur requête auprès de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils savent que si l'Assemblée nationale accepte de se pencher sur le sujet et que le président ne fait pas opposition,
la révision aura lieu. La seule personne que je n'ai pas entendue depuis le début de tout cela, c'est la présidente de la Cour constitutionnelle. Pourtant, c'est elle qui devrait être l'arbitre de tout cela et dire si oui ou non c'est important de le faire. Or, elle ne s'exprime pas. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus inquiétant. Parce que, très sincèrement, je ne crois pas que le problème aujourd'hui des pays africains, ce soit la limitation de mandat. C'est vraiment pas ça. Je crois qu'on a d'autres problèmes qui sont aggravés d'ailleurs par des crises supplémentaires comme celle de la Covid et la guerre en Ukraine qui complique la situation économique. Mais la limitation de mandat n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on ait de la bonne gouvernance. Que le président soit là, qu'il soit âgé de 89 ans comme Biya au Cameroun, ou qu'il soit là depuis... affaibli. Oui, pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le pays soit bien gouverné et que les règles soient acceptées par tout le monde. Si ces deux éléments-là sont réunis et que vous souhaitez avoir une reine d'Angleterre à la tête de votre pays jusqu'à la fin de sa vie et que sa dynastie reprenne la main après elle, libre à vous, mais il ne faut pas qu'on punisse les pays simplement parce qu'ils ont choisi d'avoir une façon de se faire diriger plutôt qu'une autre. On va marquer la pause pour le journal. On revient avec vous, chers invités, pour la suite du Monde en 7.